Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Ce soir, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de ce contre-la-montre. Du côté de Barcelone, contre-la-montre pluvieux, contre-la-montre heureux pour Romain Bardet et Romain Combo. Mais on aura pas mal de choses à redire sur ce contre-la-montre et sur l'organisation de cette Vuelta qui, je rappelle, est fait en partie par ASO. Donc, ce qui pose un petit problème encore une fois d'organisation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de ce contre-la-montre. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, le podcast sur l'histoire du sport. 9 épisodes jusqu'à maintenant. Les nouveaux épisodes, on va commencer, je pense, à les écrire en septembre. Et je pense qu'à partir de octobre, novembre, il y aura de nouveau des épisodes pour EPS 2.0. TikTok. Alors là, il n'y a pas eu de TikTok ce soir parce que j'étais en train de manger, mais il y aura des TikTok. Et puis on commence tout de suite, il est 21h. Début de ce débrief. On va commencer par le sondage du jour. C'était du côté de Remco Evenepoel. Je vous avais posé la question pour vous. Demain, Remco Evenepoel, lors de ce chrono, va gagner du temps sur les autres favoris. Eh bien, vous m'aviez dit ça à 33%. Va perdre 5 à 15 secondes sur les autres favoris, 46%. Va perdre 15 à 30 secondes sur les autres favoris, 16%. Et va perdre plus de 30 secondes sur les autres favoris, 4%. Et bah, c'est la première réponse qui était bonne. Il a gagné du temps sur les autres favoris. Moi, je trouve qu'il y a eu des gros soucis d'organisation. Premièrement, l'horaire de départ. On va pas parler de la pluie dans un premier temps. Des soucis d'organisation parce que faire partir un contre-la-montre à 19h fin août à Barcelone, c'est une erreur. C'est quelque chose qu'on pourrait faire sur le Tour de France les premiers jours parce qu'on est le 1er juillet, parce qu'on est sur les jours les plus longs de l'année. C'est pas possible fin août. Ça fait depuis 2 mois que les jours raccourcissent. On est le 26 août, le jour le plus long de l'année, c'est le 21 juin. Bon. Donc ce qui fait qu'on a eu des conditions où les premiers sont partis de jour, les derniers c'était de nuit. Et en termes de visibilité, ça change énormément de choses sur les points de repère. Les 6 secondes peut-être de perdu de Remco Evenepoel, c'est principalement sur la visibilité, parce que c'est plus difficile de se repérer quand vous avez une visibilité qui est réduite. Donc ça, je trouve que c'est déjà une grossière erreur d'organisation qui aurait dû être anticipée. Il fallait anticiper le fait qu'on partait pas le 15 août, mais qu'on partait le 26 août. On a fait cet horaire-là pour le spectacle, pour les Espagnols, parce que les Espagnols sont plutôt sur un rythme un peu décalé par rapport à nous. Mais soit dans ce cas-là, tout le monde partait de nuit. Alors, on faisait un départ à 21h, tout le monde partait complètement de nuit et les conditions au niveau visibilité étaient les mêmes. Soit tout le monde partait de jour et on partait à 18h. Si tu faisais partir le premier concurrent à 18h, entre 18h et 19h30, on a vu les conditions de luminosité étaient plutôt bonnes. Parce que c'est un chrono par équipe. On fait un départ donc toutes les 3 minutes. Là, c'était. Donc, le peloton s'est lancé il y avait 1h20, on va dire, d'écart entre les premiers concurrents et les derniers concurrents sur la route. Soit on part plus tôt, soit on part vraiment plus tard. Si on veut faire un grand spectacle, moi j'aurais préféré plutôt un départ à 18h, surtout que on n'aurait pas été en concurrence par rapport au cyclisme, et c'était ne pas prendre en compte le fait qu'il y avait l'athlétisme. L'athlétisme était au même moment, à 19h, en ce moment il y a l'athlétisme que je ne peux pas voir moi en particulier, donc on aurait pu faire un départ à 18h. En termes de luminosité déjà, pour la sécurité des coureurs, parce que là il y avait des gros soucis de luminosité, surtout au niveau du rond-point à l'arrivée, que je vous avais signalé hier, ce matin plutôt, mais moi hier au niveau de l'enregistrement, où il n'y avait pas de lampadaire au niveau du rond-point, ce qui fait qu'il n'y avait quasiment aucune lumière. Alors après, l'organisation aurait peut-être pu anticiper en mettant des spots à certains endroits du parcours aussi, pour améliorer la visibilité de certaines zones qui étaient un peu techniques. Ça aurait pu être le cas. Erreur d'organisation pour moi également. Pourquoi autant de virages dans un contre-la-montre par équipe ?
ça ne permettait pas aux équipes de s'organiser correctement. Même sur le sec, ça aurait été compliqué. On a vu beaucoup d'équipes qui avaient du mal à... Je pense à la Cara Rural. Cara Rural, ils partent premiers. La route n'est pas hyper humide à ce moment-là. Dans la première partie, ils n'arrivaient pas à s'organiser. Un contre-la-montre par équipe, c'est de l'organisation. Je trouve aussi qu'un contre-la-montre par équipe aussi court, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Pour moi, en dessous de 25 bornes, un contre-la-montre par équipe, là, c'était un sprint. Il y a des mecs, je ne sais même pas s'ils ont passé un relais. Juan Pedro Lopez sur la Lidl Trek, je ne sais pas s'il a passé un relais. Parce qu'à 14 km, donc si tu fais un relais tous les 500 mètres, ça fait pas beaucoup de relais par coureur. Hein. Donc, et il y a un Bissegger, par exemple, dans l'autre exemple, peut tracter son équipe pendant quasiment tout le contre-la-montre, parce qu'à 14, la différence entre être en équipe et être en individuel, je dirais que rouler pendant 14 km à 60 de moyenne, c'est faisable. Hein. Pour un Bissegger, c'est faisable. Et surtout, c'est un parcours aussi technique, de toute manière, tu pouvais pas passer les relais correctement. Donc, je trouve que c'était pas très intéressant. Pourtant, moi, je suis plutôt un défenseur des chronos par équipe. Moi, je vous le dis encore une fois, les chronos super courts comme ça n'a pas d'intérêt. Autant faire un duo normand, je pense, ça aurait été peut-être plus intéressant. Après, le fait qu'on ait pris le temps sur le 4e par rapport au 5e, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Ça n'a pas été très marquant au niveau des changements en termes de résultats. Après, on va parler de la pluie. Je pense qu'on aurait pu anticiper quand même un petit peu. Hier, donc quand moi j'ai regardé la météo, j'ai enregistré, il était 15h, mais je regarde la météo un peu avant, c'est-à-dire 14h30, 14h20. C'est-à-dire qu'on est quand même quasiment 30 heures, 32, 33 heures avant le départ de ce contre-la-montre. Je vous dis, grosso modo, l'heure de départ du contre-la-montre, c'est quasiment le pire horaire de la journée au niveau risque d'orage. Et au niveau risque de pluie, je vous avais dit à ce moment-là, moi j'avais 50% de risque de pluie à 19h. Le score était, à 18h était 10-15% plus faible. Et au niveau des températures, on voyait bien que à 19h, c'est là qu'il pouvait y avoir le basculement. Moi, j'ai les données de la chaîne météo. J'ai regardé que la chaîne météo. J'ai même pas fait une corrélation avec d'autres sites internet de météo. Hein. Je regarde la chaîne météo. Tu vas pas me faire croire que ASO, ils n'ont pas des données spéciales de Météo France ou d'un autre organisme météo et qu'ils n'avaient pas les infos comme quoi ça risquait de frapper très tôt. Et alors, je dis pas de décaler encore une fois de 3 heures l'heure de départ à cause de la pluie, mais décaler d'1 heure. On pouvait décaler à 18h, hein, ça ne change pas 150 000 trucs de décaler d'1 heure le départ, à part pour les télés. Mais si on l'avait dit hier soir, si on l'avait dit hier, 20h, le départ sera pas à 19h mais à 18h, tout le monde aurait pu anticiper dans les télévisions, hein, au niveau de la programmation. Sauf que ça n'a pas été fait par l'organisateur. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en plein orage. Mais moi, hier, c'était presque prévisible déjà un petit peu hier, hein. Sur la chaîne météo, avec quelques données, tu voyais le vent qui était plus fort à 19h, tu voyais vraiment entre 18h et 19h, tu voyais, parce que normalement, il faut savoir que ces données-là, je n'y ai pas accès parce qu'il faut être normalement inscrit, il faut être abonné premium à la chaîne météo, mais quand tu regardes une fois de temps en temps, c'est une fois par jour, tu as le droit. Donc je le regarde qu'une fois et donc là sur un chrono j'ai regardé Barcelone et de 18 à 19h tu voyais qu'il y avait le vent qui se levait, 10% de risque de pluie supplémentaire et les températures qui baissaient un petit peu fortement aussi, hein. Il y avait une petite baisse de température à ce moment-là. C'est quand même des paramètres qui montrent que ça peut péter. Et eux ils ont je pense des images satellites, des systèmes. Barcelone, c'est pas la ville où il y a le plus de changements climatiques en 5 minutes non plus. Donc je pense que on pouvait anticiper de faire le départ 1 heure plus tôt. Aurait peut-être permis d'avoir un peu moins de risques. Ou même 1h30 plus tôt, 17h30 aurait été le meilleur horaire. 17h30, 19h, c'était vraiment sur la fin que tu avais la pluie. Donc ça aurait même été l'idéal. Parce que le problème, c'est contrairement à un contre-la-montre individuel, un contre-la-montre par équipe, c'est un tirage au sort. Il y a une part d'aléatoire sur l'ordre de départ. Tu ne choisis pas ton ordre de départ. Tu as un tirage au sort qui dit que
Quick-Step va partir. Alors, Quick-Step devait partir dernier parce qu'il y a Remco Evenepoel. Eux, ils avaient le dernier spot. Mais entre UAE et Bahreïn, c'est un tirage au sort. Voilà, il y a un tirage au sort tout con. La Cara Rural peut-être avait le droit de partir en premier, c'était soit Cara Rural, soit Burgos, c'est peut-être tombé sur Cara Rural, mais il y a des systèmes, enfin je crois me rappeler que c'est un tirage au sort, parce que c'est pas l'ordre des dossards. Alors que sur un chrono par équipe, certes, il y a un tirage au sort pour... alors c'est le dossard normalement qui compte. Dans un chrono individuel, ce sont les 2 premiers chiffres de votre dossard qui détermine, donc si l'équipe est 22, elle va être 22e, donc chaque chapeau de départ. Et ensuite, chaque coureur doit être mis dans un chapeau de départ, on va dire. Je ne sais pas comment l'expliquer simplement, parce que là j'explique de manière assez tordue. Grosso modo, vous avez des embranches, enfin des zones de départ, grosso modo, c'est-à-dire que les premiers coureurs partent à 15h, entre 15h et 15h20. Les deuxièmes coureurs vont partir entre 15h20 et 15h40. Voilà, à chaque fois, vos 8 coureurs sont dispersés en différents chapeaux. Je vais expliquer comme ça avec des chapeaux, c'est peut-être la solution la plus simple. Et vous pouvez jouer là-dessus. On l'a vu notamment l'année dernière sur le contre-la-montre du Tour de France, où on avait décidé de mettre les leaders dans les premiers horaires de départ. Pour éviter les risques de pluie, on savait qu'il allait pleuvoir. Et à part Lampard qui était parti à la limite de la pluie, par exemple un Bissegger, on l'avait fait partir plus tard parce qu'on misait sur, je crois à ce moment-là, sur Uran, qui était parti plus tôt. Vingegaard, Roglic était parti tôt également pour éviter un maximum la pluie. Sauf que sur un chrono par équipe, tu ne peux pas jouer là-dessus. Donc il faut qu'il y ait un minimum d'égalité entre les conditions climatiques, et là je trouve que ça n'a pas été respecté. C'est pour ça qu'en note d'étape j'ai mis un 10 sur 20 parce que tous ces problèmes là m'ont un peu énervé sur ce contre-la-montre. Il y en a quand même beaucoup qui auraient pu être évités, et je trouve que ça nuit sur la performance, même si on ne peut pas le reprocher à DSM. C'est pas DSM qui fait l'ordre de départ. Donc pour débriefer ce contre-la-montre, ça va être un petit peu particulier, mais c'est avec ceux qui s'en sortent bien. La DSM, bien entendu, il réalise le meilleur temps. Milesi qui se retrouve à portée de maillot de leader. Est-ce que Romain Bardet sera leader du côté d'Andorre ou un Max Poole ou un Scaronly? C'est totalement faisable. Romain Bardet, je pense, ne s'attendait jamais dans sa carrière à remporter un contre-la-montre par équipe. Donc ça, maintenant, il peut dire que c'est fait. C'est un peu comme Brian Cocard qui a failli battre Stefan Kuig au championnat d'Europe. Alors du contre-la-montre par équipe mixte, là c'est pareil pour Romain Bardet et Romain Combo qui remporte sa première étape sur un grand tour, parce qu'il fait partie de l'équipe DSM, même s'il n'a pas fini dans le même temps que ses équipiers, vu qu'il a fini à 45 secondes. Deuxième Movistar, bonne nouvelle pour Enric Mas, parce que ça le situe bien. La Movistar, ils s'en sortent plutôt bien sur les chronos par équipe. C'est pas la pire équipe sur les chronos, mais c'est vrai qu'Enric Mas, je pense, s'attendait plutôt à perdre du temps sur Remco Evenepoel et surtout ses adversaires. Il s'attendait plutôt à être à on va dire, à une trentaine de secondes. Et est-ce que Roglic lui met 30 secondes, 20 secondes dans la vue et toutes ces équipes-là, aujourd'hui, c'est lui qui colle ce temps-là à ses adversaires. Alors dommage, parce qu'ils échouent dans le même temps que la DSM. Ils se sont un peu ratés sur la fin, mais ils étaient plus que 5. Donc ils ont pris des gros risques sur le départ. Sur la dernière partie de course, ça a été un peu plus compliqué, avec un gros travail de Yair Lascano notamment. EF, alors comme DSM, ils sont partis dans les premiers aussi, donc lors de départ. On s'aperçoit quand même que dans le top 5, Soudal est parti le dernier. Movistar, ils sont partis en mi-peloton, je dirais. DSM, EF, Groupama, ils sont plutôt partis dans les premières salves de coureurs. C'est ce qui fait la différence. EF, pour Hugh Carty c'est plutôt bien, parce que Hugh Carty sur le chrono c'est quand même pas un expert. C'est là l'avantage d'un chrono par équipe, mais c'était une équipe qui pouvait faire une belle perf, déjà parce que vous avez Bissegger, les frères Vandenberg. C'était pas l'équipe la moins armée au niveau d'un chrono par équipe. On voit aussi quand même qu'on a gardé Andrea Piccolo dans le même temps que Hugh Carty. Est-ce que ça veut dire qu'on joue une double carte? Peut-être pas, mais
On voit qu'il n'y a pas que Hugh Carty. On aurait pu se débarrasser, je pense, de Piccolo. On ne s'est pas débarrassé de Piccolo. Ça veut peut-être te donner une indication. Soudal Quick Step 6 secondes. Moi, je trouve que c'est une très belle perf de Remco Evenepoel parce que vu les conditions climatiques à l'heure où ils sont partis, vu les conditions de luminosité, ils sont partis, eux, ils ont fait leur chrono complètement de nuit. Du côté de Remco, je trouve que c'est très très bien. Et moi, je m'attendais plutôt à ce qu'ils perdent du temps par rapport à la Jumbo, par rapport à Ineos. Je m'attendais peut-être à ce qu'ils soient au niveau de la Bora. Et ils collent du temps à la Jumbo, à Ineos, à Bahreïn. C'est l'un des favoris avec Enric Mas pour la victoire finale qui s'en sort le mieux aujourd'hui. Très belle perf également de la Groupama, mais sur le chrono par équipe, ils s'en sortent de mieux en mieux la Groupama. Avec cette 5e place à 6 secondes également. On garde en plus on garde tous les meilleurs pour le général. Ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on garde Mollard, Storer, Martinez, Grégoire. Ces 4-là. C'est les 4 meilleurs en montagne. Donc c'est plutôt une belle performance. C'est-à-dire qu'on n'a pas sacrifié ni Romain Grégoire, ni Lenny Martinez, mais ni Storer, ni Mollard. Parce qu'imaginons que Martinez et Grégoire s'en sortent pas trop, Mollard et Storer, ils peuvent faire top 15 quand même au général sur un grand tour. Donc on ne faut pas lésiner là-dessus. Bahreïn Victorious, là c'est plutôt pas mal, mais on savait que l'équipe ça pouvait tourner quand même un petit peu. On savait qu'ils ne seraient pas complètement largués. C'est un peu comme EF. On les attendait plutôt à 30 secondes. Je dirais comme Movistar. Bon, l'avantage des conditions climatiques. Pourtant, ils ne sont pas partis si tôt que ça. Ils sont partis au moment de la loto. Mais c'est plutôt bien. Astana. Belle perf. Alors, c'est dommage parce qu'ils n'accrochent pas les points UCI. Après, ils n'ont pas de leader pour le général. Mais 7e, c'est pas mal. Ineos, mauvaise nouvelle. Vous voyez, DNF Lawrence de plus. Ils ont perdu déjà un concurrent. Cette année, Ineos, ils enchaînent merde sur merde. Donc, à un moment, tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais. Alors oui, ils prennent que 20 secondes, c'est mieux qu'Umbo. Sauf que c'est moins bien quand même que Remco, que Bahreïn. Ils sont déjà à 10 secondes de la Bahreïn. Et surtout, déjà un abandon. Et Lawrence de plus, c'est un coureur important pour aider les leaders. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Après, moi, je suis surpris. Je m'attendais plus à ce qu'on dégage Kim Hayduk plutôt qu'on dégage Filippo Ganna. Bon, après, ils ont peut-être décidé de... Après, c'est vrai que Ganna, cette année, c'est pas du grand Ganna. Mais je m'attendais plutôt à ce que Fraile, surtout Hayduk, en fait, dégage. Mais peut-être que la chute de Lawrence de plus a complètement modifié la donne. Cofidis 9e, très belle perf. Voilà, alors, Jesus Serrada est dans le groupe qui fait le meilleur temps avec Brian Cocard. Bon voilà, mais ils ont fait des bons relais, il y avait plutôt une belle organisation, c'était bien. Bora, correct. Voilà, 10e, 28 secondes, bon. Ouais, correct. Alors Vlasov, sur un chrono individuel, n'aurait pas perdu autant de temps. Après, il y a quand même beaucoup de grimpeurs dans cette équipe. Pas forcément. Quand tu t'emmènes Higuita avec Bourman, même si Vlasov, Kemna ça roule bien. Kemna, il n'a pas fait le meilleur temps non plus au championnat du monde de contre-la-montre, donc tu vois, ça nivelle un petit peu la donne. Ils finissent quand même devant la Jumbo. Mauvaise perf de la Jumbo qui finit à 32 secondes. Je pense que Vingegaard et Roglic sont les deux leaders qui s'en sortent le moins bien. Le problème, c'est que Roglic, il avait déjà eu une mauvaise expérience sur un chrono par équipe sur le Tour d'Espagne, où toute l'équipe était tombée, ils avaient perdu plus de 40 secondes ce coup-là sur une chute. Et sur un chrono qui était déjà le soir, avec la luminosité qui n'était pas top, et il s'était pris les barrières. Et donc, je pense qu'il y avait un peu d'appréhension du côté de Jumbo. Et puis, on a beau dire quand même, l'équipe est mieux armée en montagne que sur le Tour de France que sur le Giro. Par contre, on a quand même pas mal de grimpeurs, pas forcément des purs rouleurs dans cette équipe. C'est-à-dire qu'on a notamment Kelderman, alors même s'il est bon sur le contre-la-montre, il n'y avait pas de sprinter plus que ça. Enfin, il y a Van Baarle qui sprinte bien, mais il n'y avait pas forcément de coureurs qui savent prendre des super trajectoires non plus. Tratnik, c'est pas le meilleur pour frotter, par exemple, dans un peloton.
Valter, c'est pas le plus à l'aise sur un vélo. Je pense que ça a joué, et surtout Roglic. Tu sens que Roglic, il s'est pris tellement de gamelles dans sa carrière qu'il était complètement arrêté, planté. Donc ça a été compliqué. Intermarché, 33 secondes. C'est mieux que d'habitude pour Intermarché, hein, parce que le chrono par équipe, c'est pas leur tasse de thé. J'ai vu des fois où ils se prenaient des branlées sur le Tour de France. 33 secondes, c'est pas mal. Bon, l'auto, conditions quand même un peu compliquées pour faire ce contre-la-montre. Je rappelle, si vous n'avez pas été informé, qu'il y a un jeune coureur de l'équipe U23 de la Lotto qui est décédé. C'est le vainqueur du dernier Paris-Roubaix Espoir qui est décédé. J'ai oublié son nom et ça c'est terrible. Il est mort, donc ça forcément ça a été compliqué. Voilà, Tige de Decker, j'ai oublié son nom. Vous savez que je suis pas le spécialiste de la catégorie Espoir et Junior. Ce qui fait que voilà, pas facile surtout qu'il devait rejoindre l'équipe 1, donc pas facile de courir. Forcément, c'est des circonstances qui sont compliquées, en plus avec une route très humide. Je trouve que 34 secondes, c'est pas mal. UAE, pas bon non plus, mais bon, pas les mecs les plus à l'aise sur un vélo quand il pleut, notamment Jevine ou encore Marc Solé. Mauvaise nouvelle aussi, c'est qu'Almeida perd 15 secondes. Hein. Deuxième mauvaise nouvelle. Autant Juan Ayuso est dans le bon tempo, autant Almeida il perd 15 secondes. Donc ça c'est pas top. Je pense qu'on s'était pas prévu qu'il perde 15 secondes. Donc on a perdu du temps. Bon, Alpecin, pas de grand leader, 41 secondes. Rural, 42. Ils sont partis sur le sec. Ils ont fini à 8, ça s'est plutôt pas trop mal passé. AG2R, pas de leader, donc ce contre-la-montre c'était surtout pour finir tranquille, on va dire. Total Energy, Steph Kras qui perd 50 secondes, mais je dirais que sur un chrono individuel il aurait peut-être perdu plus. Forcément, l'organisation n'était pas très bonne chez Total. Jayco, pas une bonne nouvelle non plus. On a eu une chute collective pour Eddie Dunbar, 51 secondes de perdu dès le départ. Un Zana aussi qui se retrouve à 1,08. Pas top. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu s'attendre à ce que Zana se retrouve avec Dunbar, mais grosse chute de cette équipe, quasiment toute l'équipe est tombée, donc ça c'est pas top. Lidl Trek, on s'attendait pas à grand chose. Quand tu pars quand même avec Juan Pedro Lopez, pas très bon sur le chrono. Kenny Ellison, c'est même pas bon sur le chrono, c'est encore un niveau au-dessus. Ça fait pas une grosse perf, tout simplement, 56 secondes, mais collectivement, vous n'avez pas les meilleurs. Burgos, 1,13. Bon, Arkea chute avec Vauclin dans l'un des derniers virages au niveau du rond-point. Ça leur a fait perdre beaucoup de temps parce qu'ils auraient pu se retrouver au niveau de la Lidl Trek après Arkea. On savait que le chrono par équipe, c'est pas non plus leur spécialité, mais c'est quand même pas top de perdre autant de temps. Après, l'avantage quand même, ils sont à 1,18. J'avais dit un mauvais chrono, ça serait au niveau de la minute. Tu t'aperçois que rien qu'à G2R, déjà, c'est pas une catastrophe. 48 secondes sur 14 km. Et donc, j'ai envie de dire que UAE, c'est pas une catastrophe non plus, 37 secondes. C'est pas top, mais c'est pas une catastrophe. Le problème, c'est qu'Almeida, lui, se retrouve déjà à plus de 50 secondes au général. Donc ça, c'est pas l'idéal. Mais pour Juan Ayuso, c'est pas non plus... c'est pas top parce qu'on s'attendait plutôt à ce qu'il soit devant, mais c'est pas non plus un accident industriel, quoi. C'est pas une catastrophe intersidérale. Pareil pour Jumbo, c'est juste qu'on les attendait devant et qu'ils se retrouvent derrière. Et comme Remco Evenepoel, moi je m'attendais à ce qu'il perde du temps et c'est là où on voit qu'il a fait des progrès au niveau aussi technique sur le vélo. Parce qu'avant, Remco Evenepoel, il y a encore 2 ans, il aurait perdu du temps. Il aurait été planté comme Roglic. Là, il s'en est bien sorti, mais il a progressé également et est plus à l'aise sur un vélo. Bon, c'était le débrief rapide de ce contre-la-montre par équipe. Nous, on se retrouve demain pour un débrief un peu plus classique, les coureurs au top, les flops, présentation de l'étape 7 heures, débrief sur TikTok juste après l'arrivée, et puis débrief de la course à 21h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!